3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Benatia est à nos côtés, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Ravi de vous accueillir dans l'émission. Ravi de retrouver Alexandre Baradez à vos côtés, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et Gilles Etcheberry-Garay qui était avec nous également ce soir. Bonsoir Gilles. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes cofondateur et directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Nathalie, je me tourne vers vous. On a eu quand même 2 semaines assez denses en matière d'information économique, notamment du point de vue de l'économie américaine. La semaine dernière, nous avions toute la séquence emploi américain avec différents indicateurs. Cette semaine était consacrée au prix, avec l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la production. Étant donné que les banques centrales restent très dépendantes des données, le marché, lui aussi, est très dépendant des données. Qu'est-ce que vous retenez de ces dernières informations économiques en provenance des États-Unis, qui donne une vision assez claire quand même du mois de décembre et de la fin de l'année dernière pour l'économie américaine? Oui, alors, assez clair, je ne sais pas. On va essayer de simplifier et surtout de ne pas se noyer dans les chiffres. Vraisemblablement, soft landing, c'était le mot-clé de décembre, plutôt que Merry Christmas, sans doute. Et on a l'impression que, notamment, ce rapport sur l'emploi correspond bien à cette situation. C'est-à-dire, évidemment, les créations d'emplois ont été supérieures aux attentes, mais si on creuse un peu avec les révisions, on est sur un rythme de création qui ralentit graduellement au long de l'année 2023. Moi, ce qui m'a frappé dans ce rapport, alors, de façon pas très originale, le ralentissement des hausses salariales. Et puis, alors peut-être parce que je suis depuis trop longtemps sur les marchés, j'ai bien connu Alan Greenspan, qui regardait le chômeur volontaire, le quit rate, mais alors, bien sûr. Pas le quit rate, le job leaver. Le job leaver. Les gens qui sont au chômage parce qu'ils viennent de démissionner. Et donc ce taux a un tout petit peu remonté en décembre, mais là aussi, si on prend du recul, on était sur des niveaux vraiment très élevés en janvier, de l'ordre de 15-16%, et là on est plutôt de l'ordre de 13-14%. Donc finalement, on a l'impression que le rééquilibrage que cherche Jérôme Powell est en train de se mettre en place. Ça a été vraisemblablement plus lent que ce que tout le monde attendait. On parle bien de rééquilibrage. Il n'y a pas de rupture aujourd'hui dans les signaux envoyés par le marché du travail américain. Pas de rupture jusque-là, et on est précisément dans ce scénario de soft landing qu'a décrit la Fed dans ses prévisions, c'est-à-dire un taux de chômage qui est prévu à 4,1%, très proche du niveau d'équilibre, 4,1% stable sur les 3 années qui viennent, et une inflation qui continue de baisser pour rejoindre le 2%. Ce rééquilibrage du marché du travail qu'on continue d'observer au mois de décembre reste suffisant et consistant avec l'idée que la désinflation peut se poursuivre aux États-Unis. On est dans ce qu'on appelle, ou ce que les économistes appellent le dernier kilomètre, là, voilà. Nathalie. Alors, sachant malgré tout que les créations d'emplois, compte tenu du niveau du taux de chômage, 3,7%, avoir 165 000 créations d'emplois en moyenne au 4e trimestre, ça reste élevé à ce stade du cycle. Donc le rééquilibrage est vraiment encore un petit peu hésitant, ce qui explique une certaine vigilance de la Fed, même si elle est de moins en moins vigilante, dirons-nous. Ouais. C'est le retour du put de la Fed ? C'est ce qui marque ce qui a marqué la fin d'année 23 et ce début d'année 24. C'est en tout cas ce que les marchés ont dans la tête. Ouais. Voilà. Et moins les économistes, c'est ça, un petit peu moins. Mais expliquez-nous cette différence, parce que après les indicateurs d'inflation, on va en parler avec les gens de marché, mais après les indicateurs d'inflation, le marché reste accroché à l'idée qu'il y aura peut-être 6 voire 7 baisses de taux cette année du côté de la Fed, des baisses de 25 points de base à chaque meeting à partir du mois de mars. Oui. Alors moi, mon impression, c'est que, alors, pour reprendre ce vieil adage que j'ai toujours du mal à sortir dans l'ordre, c'est-à-dire se préparer, espérer le meilleur et se préparer au pire. Alors on a l'impression que les marchés espèrent le meilleur et se préparent au meilleur. Et donc, on peut avoir des déconvenus. Pas forcément des catastrophes, mais des déconvenus, notamment dans ces anticipations de baisse de taux qui, honnêtement, nous paraissent trop agressives et surtout trop tôt dans l'année. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'on sait qu'à partir du moment où une banque centrale comme la Fed enclenche ses baisses de taux, on peut aussi aller assez vite derrière, et notamment en termes de quantité. Mais le timing de la première hausse vous paraît quand même prématuré aujourd'hui. Et puis en termes de quantité, si on price un soft landing, est-ce que c'est aussi nécessaire d'aller aussi vite ? Aller aussi vite, ce qui est pricé dans le marché, ça peut aussi envoyer un message que l'économie va fortement ralentir, voire passer en récession, ce qui n'est pas notre scénario, et donc que ça justifierait de courir un petit peu après la courbe, comme on dit. Ouais. Comment vous regardez cette situation de marché sur le plan global macro, justement, Gilles, et ces anticipations qui restent très collantes, pour le coup,
Oui, le marché tire l'affaire vers le bas. Je veux dire, on a quand même un changement de rythme de Powell qui a un peu dit adieu à Volcker et bonjour à Burns. En essayant de dire il voulait éradiquer l'inflation. On sent que derrière... Il nous disait il y a encore quelques temps qu'il ne serait jamais Arthur Burns. Hein. Ben là, le banquier central qui a précédé Volcker et qui a relâché trop tôt ses efforts de lutte contre l'inflation. Là, c'est clair. Bon, on a clairement un enjeu politique derrière. On voit que le Trésor américain, Yellen, pousse pour stimuler. Je veux dire, il ne faut pas oublier que 23, c'est l'année où il n'y a pas eu de la récession à cause des efforts budgétaires. Hein. Tout le monde s'est pris 23 de travers à cause de ça. Et là, on sent que derrière, les charmes budgétaires ayant atteint leurs limites... C'était la politique monétaire de revenir dans le jeu, quoi. Voilà. Et c'est un peu le sentiment. Et c'est pour ça que le marché pousse aussi, parce qu'il sent que les autorités ont envie de tomber là où le marché pousse. J'entends la dimension politique, Gilles. Je me permets quand même de croire que une banque centrale comme la Fed peut pas tout céder non plus aux politiques quand il s'agit de son mandat et de maîtriser une inflation, alors qu'elle estime avoir maîtrisé en partie aujourd'hui, mais qui reste encore peut-être quelque chose de fragile. Est-ce qu'il prend le risque de relâcher trop vite son effort? Moi, je pensais quand le discours de Powell, c'est mission accomplie de George Bush sur son porte-avions avec 2 ans de guerre en Irak derrière. Oui, mais je pense. Mais il y avait un discours de Yellen quelques jours avant sur les taux d'intérêt réels, tout ça. On sent que oui, la Fed s'aligne sur la vision du Trésor. Et donc du politique sur le fait de ne pas vouloir. Je pense que Powell a une peur panique de créer une récession, mais que quelque part ça finira par arriver, pas tout de suite, mais en tout cas on a fait la relance budgétaire, là on est dans la relance monétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la trajectoire de l'inflation devant nous, elle offrira moins de surprises à la baisse que ce qu'on a pu voir en 2023. Ce sera d'accord. C'est vrai ce qui prête, puisque dans la vision initiale qui était la vision volckerienne, si je m'exprime ainsi, on éradique l'inflation et après on baisse. Là, effectivement, le seul risque, c'est une risque de récession. Et on voit bien que c'était que le chômage commence à remonter. On dit, bon... parce qu'il faut voir que là, ce qu'on a créé globalement sur les États-Unis, c'est une croissance nominale plus élevée, mais plus fragile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les émissions sont épuisées. Tout ça. Dès que ça part de travers pour une raison X, Y, on a un risque que ça parte vraiment de travers parce que on a accéléré, on a sorti les voiles et tout, mais la croissance nominale est structurellement plus élevée, donc ça c'est. Mais on sent qu'elle est plus fragile et que s'il y a quelque chose qui est inattendu qui se passe, qui dérape, il restera un peu de monétaire, c'est tout. Quoi. Si on sort du chemin de crête du soft landing, Goldilocks parfait, oui. Et voilà. Et on manque de munitions pour gérer de part et d'autre. Mais en tout cas, clairement, le Trésor et eux et Claudia Saint, enfin tous les économistes de gauche voulaient que la Fed prenne le relais. Hein, et elle l'a fait. Ouais. Elle a fait, sachant que Trump a déjà annoncé qu'il ne renouvelle pas le mandat de Powell. Ah, je ne l'ai pas vu, cela. Il a déjà dit qu'il ne renouvellerait pas le mandat de Powell. Oui. Ils sont en train de livrer les transcripts des réunions de politique monétaire de 2018, qui était une année de pression intense sur la Fed venant de la Maison-Blanche à l'époque, occupée par Jérôme Powell. Pour ceux qui ont du temps à perdre ce week-end, plongez-vous dans les transcripts des réunions. C'est long, oui, c'est pas les minutes là, c'est les vrais transcripts de A à Z, tout ce qui s'est dit personne par personne. Oui, il a déjà annoncé, je crois. Bon. Alexandre, votre commentaire et votre analyse de la situation de marché. Pioche un peu de côté, c'est vrai que l'idée aujourd'hui, il n'est pas du tout de dire est-ce qu'il y aura, personne n'a ce sentiment-là, est-ce qu'il y aura une deuxième bosse d'inflation, est-ce qu'on n'a pas ce sentiment-là du tout. C'est plutôt à quelle vitesse, de quelle manière va se réduire l'écart entre les anticipations de marché qui effectivement sont à 6, presque 7 baisses de taux pour cette année de 25 points de base, et puis les anticipations de la Fed elle-même. 3 dans les projections, et même les colombes de la Fed. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que les colombes vraiment les pures colombes, Bostic, dans le top 2, top 3 des colombes, et il nous parle du T3 pour la première baisse de taux. Lui, il arrive quand même d'un élément de calendrier, ce que d'autres n'arrivent pas à faire. Williams, il parle pas trop de ça, qui est plutôt proche de Powell en termes de position. Bostic, il dit plutôt T3. Donc T3, c'est juillet, août, septembre. Le marché, c'est mars. Et c'est mars à 80 aujourd'hui, on est à 83%. C'est ça qui est spectaculaire, et 83% de trop bas. Donc on est vraiment convaincu au niveau des marchés que ça baissera en mars. Et ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que c'est du côté de la BCE, de la zone euro, où pour autant, on a une situation qui est déjà un peu récessive, où le discours reste plutôt encore assez faucon. Et on a eu plein d'interventions cette semaine. La dernière, c'est Philippe Lane cet après-midi, qui explique que de ce qu'il a vu de l'inflation de décembre et par rapport à ce que la BCE projetait, lui, à ce stade, à court terme, on ne parle pas de baisse de taux. Alors, court terme, c'est quoi? Effectivement, c'est janvier. Oui, évidemment, en janvier, on ne parle pas. Est-ce que mars, c'est court terme?
Pour moi, le T1, c'est quand même court terme. Donc, dire on n'en parle pas à court terme, ça inclut quand même le mois de mars. Ensuite, vous avez ces discussions, Isabelle Schnabel sur les réseaux, voilà, sur X, elle fait ça chaque année, je crois. Questions-réponses ouvertes. Qui est d'ailleurs intéressante, voilà, où il y a la réponse économiste à différentes personnes. Et on leur pose la question, qu'est-ce qui fait que dans ce contexte récessif, vous ne baissez pas les taux dès maintenant? Et elle a expliqué, et je trouve que c'est la réponse qu'on peut aussi faire, ou qu'on peut, le lien qu'on peut faire avec l'économie américaine, mais sachant qu'elle le fait pour l'Europe, alors que c'est plutôt du côté US qu'on devrait faire ça. Elle dit quoi? Elle dit, les pressions sous-jacentes sont toujours présentes, on va être absolument convaincu de bien se diriger vers les 2%, et elle dit, le ralentissement de l'économie fait partie de la transmission de la politique monétaire. Donc, c'est un discours qu'on aurait pu entendre de Jérôme Powell en enlevant la partie baisse de taux, sauf que lui, il a eu un discours très similaire, mais en parlant de la porte ouverte, parlant de la possibilité de baisse de taux. Donc, et quand on voit les derniers chiffres dont vous parliez, effectivement, moi je les trouve encore on sait que c'est des chiffres du passé, mais dans le passé quand même assez proche, ils sont quand même résilients. Le rapport sur l'emploi, effectivement, il y a des dégradations, des estimations, des chiffres précédents, ça ok, mais quand vous avez des salaires qui ont même un petit peu, je dis pas accéléré, c'est pas le terme, mais qui ont un peu repris en dynamique, on est à 4, on est repassé à 4,1, je crois qu'on était à 4, on est à 3,9, c'est pas des salaires qui ralentissent. Je rappelle que le niveau pré-Covid, c'était 2,5 à 3 de progression en moyenne sur les 10-15 années qui ont précédé le Covid quand même. Donc là, à 4, voire un peu au-dessus, c'est quand même trop. Vous regardez les chiffres, PCE, oui, PCE, on est à 3,2, donc c'est plus cohérent que l'objectif de la Fed. L'IPC cœur, alors, c'est peut-être pas la mesure la plus surveillée par la Fed, mais l'IPC cœur, elle a encore, donc l'inflation sous-jacente cœur, en incluant tout ce qui est logement et autres, et la grosse partie des services, donc on est encore sur des zones de 4%, 3,9 encore. Et si on regardait sur les 4 derniers mois, j'ai regardé ça avant de venir, sur les 4 derniers mois, on est passé de 4,1 à 3,9. Il a fallu 4 mois pour ça, alors qu'auparavant, il y avait une vraie tendance, et là, il y a un plateau. Enfin, un plateau. Oui, il y a une zone de 4% qui résiste. Et moi, je ne vois pas de cohérence par rapport à ça, entre ça et les options d'une baisse de taux dès le mois de mars et cadencée ensuite. Donc, il y aura des stats qui vont entrer d'ici le mois de mars, ça c'est évidemment qu'on va les surveiller, mais je trouve que là, c'est quand même assez résilient et... les inscriptions hebdomadaires au chômage aussi, 200 000 consécutives à 200 000. On a vu des 220, 230 précédemment et ça revient à nouveau à 200 000. Alors certains disent, mais il y a la question des doubles emplois, etc. Maintenant, il faut 2 jobs. Sauf que c'est une normalisation. Là aussi, c'est pas une explosion des doubles jobs, c'est un retour à la normale par rapport au niveau pré-Covid. Et donc, quand je vois ça, je vois les commandes de biens durables, quand on voit les ventes de détail, quand on voit, oui, il y a l'ISM Service, certes, mais si on part du même raisonnement que Schnabel, et c'était le discours que tenait Powell aussi au début du resserrement monétaire, il disait, s'il faut en passer en gros par la case récession, en gros, ce sera pas quelque chose sur lequel on n'ira pas. S'il faut en passer par la case récession, on ira. Schnabel, elle nous dit ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'entend pas trop ce discours de la part de Powell, alors que même l'économie américaine est quand même bien plus résiliente. Donc pour moi, le message que je vois, c'est que l'ISM Service, il présente un petit risque quand même, parce que la zone des 50, c'est, historiquement, sur 20 ans, c'est quand on vit dans cette zone, souvent ce qui se passe après, c'est pas terrible. Donc on est au bord de quelque chose qui est assez moyen sur l'ISM, mais tout ce qui est alentour est résilient. Donc moi, je verrais bien plutôt des baisses T2, milieu T2, voire début T3 et pas mars. Et donc, pour moi, le marché action va un peu trop vite. Pour compléter, ce que dit, c'est ça, le fait de ralentissement est un élément de la politique monétaire, c'est ça qui a disparu. Et c'est ça le basculement à... Complètement. Voilà, c'est là la dimension politique. C'est de dire... discours de Powell en décembre, c'est de dire on a conscience du risque que représente le maintien pendant trop longtemps des taux à un niveau restrictif auquel ils sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour moi, l'innovation politique, c'est ça, c'est de sortir cette vision européenne, de dire le ralentissement fait partie à on fera ça sans ralentissement, s'il se passe des choses en fin d'année. Surtout que comment dire, le niveau de surchauffe américain a été quand même considérable par rapport à ce qu'on n'a pas observé justement en Europe. Donc on peut ralentir en Europe, mais partant d'un niveau qui n'est pas celui d'un niveau de... Et une dernière remarque, par rapport à ce qu'elle dit, on va voir si on respecte la jurisprudence Riespan de ne pas aller à l'encontre des pronostics du marché en mars. Parce que... voilà. À propos de l'ISM emploi, la composante qui a été spectaculaire et qui a spectaculairement baissé, c'est précisément la composante emploi de l'ISM. Ouais. Alors, c'est volatile, ça peut envoyer des mauvais signaux, mais c'était quand même un élément important. Et sur ces enquêtes auprès des directeurs des achats, c'est quelque chose qui devient récurrent, le fait que les entreprises déclarent baisser l'emploi face à une demande, en tout cas dans la zone euro, une demande qui n'est pas au rendez-vous. C'est pour ça que le rééquilibrage du marché du travail, je suis d'accord avec vous, on reste sur des chiffres importants.
Mais peut-être qu'on est à la limite de quelque chose qui pourrait basculer. C'est peut-être aussi ça que la Fed a en tête. Tous les économistes nous disent qu'il y a quelque chose de potentiellement pas linéaire, que le marché du travail peut effectivement assez vite basculer dans quelque chose de négatif, qu'on peut voir le taux de chômage, alors la règle de Sam, remonter assez vite d'un demi-point, peut-être plus, en quelques mois. Ça peut être un processus assez vite d'ajustement aux États-Unis. Surtout aux États-Unis. Surtout dans une économie comme l'économie américaine. Même si on n'est plus dans l'économie d'il y a 30 ou 40 ans, qui était extrêmement cyclique sur le marché du travail, on garde quand même une partie de ces mécanismes. Les derniers mois, cependant, c'est un bémol à cette hypothèse, c'est qu'on a constaté que les entreprises, jusqu'à présent, aux États-Unis, préféraient conserver leurs effectifs plutôt que de licencier et d'avoir éventuellement à réembaucher en cas de reprise. Il y a toujours ce décalage entre ce qui était déclaré dans les enquêtes et la réalité pragmatique du terrain et du moment immédiat. Juste pour être clair, Nathalie, le risque, soft landing américain, on nage dedans. C'est quoi le risque principal par rapport à ce scénario pour vous ? C'est le risque de no landing, d'une réaccélération de l'économie, le risque un peu Burns avec des conditions de marché qui se sont déjà quand même considérablement détendues, ou est-ce que ça reste le risque d'une rupture, de quelque chose qui craque dans l'économie à un moment ? Le problème, c'est que vraiment les risques sont présents dans les deux sens. C'est deux risques assez équivalents pour vous ? Il n'y en a pas un plus que l'autre, non, mais c'est... Honnêtement, ce qui devrait accompagner, peut-être même provoquer le ralentissement plus net de l'économie américaine, puisqu'on devrait terminer l'année, le 4e trimestre, avec une croissance de 2 à 2,5%, compte tenu des données disponibles, ce qui reste de la... Au-dessus du potentiel. Au-dessus du potentiel. Donc la question, c'est comment va se comporter le consommateur américain qui, pour le moment, a consommé cette épargne en excès qu'il avait accumulé. Manifestement, il reste un peu plus d'épargne, ça devrait durer peut-être un peu plus longtemps que ce que tout le monde envisageait, mais on va malgré tout arriver à la fin. Donc, moins d'épargne disponible. Si le marché du travail montre des signes d'un peu de faiblesse, alors c'est rare que les Américains fassent de l'épargne de précaution, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas en une année électorale où le monde est bouleversé par des risques géopolitiques ? Pourquoi pas ? Et dans ce cas-là, on pourrait basculer, faire un ralentissement plus marqué. Malgré l'idée que les salaires réels sont positifs aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui se grippe dans le marché du travail, ça peut vite renverser l'appétit du consommateur américain. Gilles, sur les risques autour du scénario central ? Les deux aussi, mais avec des échéances différentes. Je veux dire qu'à court terme, la Fed s'ouvre à un risque sur l'inflation, clairement, puisque le pivot, on a supprimé la phase de récession et autres. Donc là, il y a une possible réaccélération en ce moment de l'économie américaine. Enfin, réaccélération, en tout cas déception par rapport au 6-7, et au-delà du fait qu'elle va gérer pour mars, comment elle gère la contradiction en mars. Donc le risque est là, et que finalement elle soit obligée de durcir parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas baisser ses tons de mars, elle ne veut pas aller contre du consensus, donc elle doit faire remonter le consensus à 49% sur mars. Donc là, ils peuvent sortir les rames, je pense, dès la semaine prochaine ou assez rapidement. Donc le risque de secouer l'économie américaine parce qu'effectivement, on n'a pas vu le blanc des yeux de la déflation, des inflations, que les pressions dans les services sont sous-jacentes, ainsi de suite. À moyen terme, après été, c'est un risque de choc, défaut, n'importe quoi, avec dans une économie qui est en surchauffe, qui a été stimulée artificiellement depuis 2 ans, et qui est donc vulnérable, plus fragile, c'est ce que vous disiez. Et fragile. Donc ça peut être un défaut sur le marché, ça peut être un problème de risque sur le marché boursier, enfin ça peut être plein de choses qui tapent dans une économie fragile. Et je pense que quelque part les 7 ou 8 anticipés, c'est un peu ça. C'est c'est ça. C'est une vision qu'à un moment il y a quelque chose qui craque. Voilà, on ne sait pas quoi, mais quelque chose qui craque. Et donc là, la Fed doit baisser. Et quelque part, je veux dire, la vision de cette baisse de taux n'est pas compatible avec un soft landing. Je veux dire, si on a un soft landing, on doit rester plus haut. On doit rester à 2 ou 3, la Fed a raison. Et je pense que les 6-7, c'est quelque chose, le marché qui se dit quelque part, je ne sais pas où,
On verra. C'est vrai que ce pricing de marché, c'est compliqué. Puis bon, c'est peut-être aussi des mesures de marché. On est sur des marchés dérivés, etc. Ouais. C'est peut-être aussi des pricing qui ne sont pas forcément pertinents. En tout cas, ça bouge, quoi. Ça peut bouger. Alors, Nathalie et puis Alexandre. Non, je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Ouais. Oui, je voulais reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que dans l'ISM, si je me souviens bien, effectivement, la partie emploi se dégradait, mais la partie prix, elle était restée très stable d'un mois à l'autre. Et c'est tout l'enjeu du moment. C'est-à-dire de dire juste à quel moment on constate que le marché de l'emploi se dégrade de manière un peu dangereuse, donc là, effectivement, il faut pivoter, mais jusqu'où aussi on doit porter ce mandat, où pour l'instant on en est encore très loin. C'est-à-dire que les deux mesures qu'on a, 3,2 et 3,9 sont les mesures d'inflation PCE, enfin d'inflation cœur, pardon, on est encore très loin du mandat. Et après, ils regardent le momentum aujourd'hui. Ça aussi, c'est nouveau par rapport au discours d'il y a un an, où ils nous disaient non, on veut 2%, il faut voir 2%, le smoking gun. C'est le discours de Yellen. Il faut tenir compte des taux d'intérêt réels, que quand les taux d'intérêt. Donc ça, c'est le discours du Trésor américain. Powell aussi nous dit, 13 décembre, nous n'avons pas besoin d'attendre, si l'inflation continue de baisser comme on le projette, nous n'aurons pas besoin d'attendre 2% d'inflation pour commencer à ajuster le réglage de notre politique monétaire. C'était juste la semaine d'avant. C'était avant. Oui, il endosse ce que dit son ancienne boss. Voilà. Bon, mais il me semble que le risque qu'on a aujourd'hui, c'est que ce dont on parlait tout à l'heure, les énormes stimuli, ils sont absolument gigantesques. Le plan infrastructure, le plan IRA, etc. C'est des centaines de milliards de dollars qui ont été déversés dans l'économie et dont les effets se produisent toujours maintenant. C'est vrai qu'il y a quand même un décalage énorme. L'Europe a fait quand même beaucoup moins. La Chine tente de faire à petite dose des choses, mais sans commune mesure. Donc, le risque, c'est que plutôt ces impulsions-là budgétaires continuent de porter encore. Et effectivement, je partage un peu ça. Jusqu'où ça plane avant que ça lâche. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas du tout l'impression que dans un mois, on aura des stats qui d'un seul coup vont se dégrader. On avait vu un petit peu ça quand même en octobre. C'est là que fin octobre, début novembre, c'est là que les taux avaient commencé à partir un peu à la baisse. Il y a toute une série de stats. On avait un indice de surprise économique. Des surprises négatives, voilà, qui étaient beaucoup moins puissantes que le T3, mais pas mauvaises pour autant. Un peu moins bonnes, voilà. Mais entre quelque chose d'exceptionnel comme le T3 et arriver à une situation de 2,5 de croissance, si on a encore 2,5 avec une inflation qui reste selon les mesures comme on a aujourd'hui, je ne vois pas où est la porte ouverte à mars, et ça peut prolonger, repousser un peu d'un trimestre. Et un trimestre pour les marchés, quand on est tendu sur des 20 fois les multiples, avec des taux qui price effectivement 6 baisses de taux, repousser d'un trimestre, c'est pas grand-chose. Je suis d'accord, ça ne change pas la face du monde, mais ça change la face du marché qui va très très vite en besogne de repricing des choses. Et c'est là que je pense qu'on pourrait avoir un petit rebond de la vol qui serait à mon avis justifié, pas 50 de vol, mais revenir des zones aux alentours de 20, 25. Est-ce qu'ils seront capables de réintroduire un peu de forward guidance? C'était quand même un outil qui a été utile à un certain moment, qu'on a complètement, alors je le dis, assassiné à l'été 2022, et du côté de la Fed et du côté de la BCE. On sent que dans ce moment-là, ils auraient peut-être envie et besoin de remettre un peu de guidage des anticipations de marché. Ce qui est frappant, la réaction des marchés après le discours de Powell et les prévisions du FOMC a été excessive. Et dès le lendemain, d'ailleurs, ils ont sorti les rames en essayant de dire et ça n'a absolument rien. Quand vous avez dit on est data dependent et il n'y a que les données qui comptent, le marché il se fait son avis sur les données et c'est pas le même. C'est une rupture, c'est comme une rupture. Ce discours est une rupture rapide. Je n'appelle pas une capitulation, c'est un changement verbal. C'est parce que on était quand même dans un discours beaucoup plus militaire et là on se rallie. On introduit la notion de baisse de taux, qui avait jamais été le put. On remet le put. Donc voilà, c'est quand même un discours, je veux dire, qui est pas uniquement. C'est un changement d'optique assez important. C'est un pivot d'ontologie, oui. Une semaine avant, Powell nous disait on ne parle pas de baisse de taux. Je serai le 1er décembre. Le 13, tout avait changé. Et sachant que ça va faire de la Fed, pour la première fois, va baisser les taux pendant une période électorale, ce qui est aussi une nouveauté. La Fed va bouger les taux pendant une période électorale. C'est aussi une rupture dans la politique de la Fed. Mais c'est le nouveau monde. Oui. Dernière petite chose. Alexandre, tu en diras un mot de la zone euro après. Sur la partie PCE, mais quand on regarde aussi la PCE, donc on rappelle un PCE cœur, c'est vraiment ce qu'on voit dans les projections de la Fed dans ses objectifs. C'est la mesure privilégiée par la Fed, historiquement. Et si on regarde la période d'avant Covid, c'était un autre temps, un autre monde, mais sur les 12 à 15 ans avant Covid, l'inflation PCE cœur n'a quasiment jamais dépassé les 2%, ou en tout cas sur les 12 dernières années, le 2, ça capait vraiment les mouvements, et très 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 souvent, 90% du temps, on était sous les 2, mais largement sous les 2. La moyenne du PCE cœur, c'était plutôt un 5. Donc, on est à 3,2. Est-ce que l'objectif, oui, on avait compris que le mandat, c'est 2, mais avant même le Covid, le mandat n'a jamais été respecté, finalement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un mandat implicite de se dire, on garde les prix quand même, les progressions? Et ça que je me pose comme question, c'est que c'est pas seulement le 2, c'est que la vie avant Covid, est-ce que la Fed veut la revoir
Est-ce que c'est donc quelque chose qui... À la stagnation séculaire, je ne crois pas que ce soit... Ah non, je pense que c'est quelque chose qui les a traumatisés aussi en... Enfin, je parle sous le contrôle, j'en sais rien, Nathalie. Je pense que certainement pas la BCE, et je ne pense pas que la Fed ait envie de revoir la période de stagnation séculaire qui a marqué les... Avant le Covid, Jérôme Powell avait essayé de nous vendre une targeting inflation. Bien sûr, symétrique, etc. Symétrique, et puis comme on a Yellen nous disait, il faut faire chauffer l'économie. Ça, c'était Yellen, mais même... Oui, non, mais voilà, mais je veux dire, il y a eu toute cette phase-là où ils étaient quand même très insatisfaits du manque de puissance de l'économie américaine. Mais après, sur l'inflation... c'est aussi peut-être un problème de mesure, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, le poids du logement est énorme. Et donc, même si on regarde l'inflation dans les services, elle est polluée. Donc là aussi, Powell nous avait dit, regardez l'inflation dans les services hors logement. Ok, on a regardé, ça baisse un peu. Dans la zone euro, l'inflation est un peu plus proprement mesurée, à mon avis, et l'inflation dans les services, c'est 4% en novembre, en décembre, ce qui est beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de la zone euro, des risques attachés au scénario que jouent les marchés aujourd'hui, c'est-à-dire ce que j'appelle la médiocrité européenne continue. Voilà, ça fait un an qu'il n'y a plus de croissance en Europe. C'est bien, c'est pas bien, c'est l'état de fait qu'on vit en zone euro. Oui, malheureusement, c'est l'état de fait. On ne s'attend pas à un rebond spectaculaire très, très rapidement. Que dire d'autre? Oui, on a une croissance qui est médiocre, ça se retrouve dans tous les indicateurs. Là aussi, le seul indicateur un peu encourageant qu'on a eu ces derniers trimestres, c'était l'emploi, avec un emploi qui finalement progressait plus vite que la croissance. Ouais. Et enfin, par rapport à l'historique, significativement au-dessus. Et ce qu'on commence à voir dans l'enquête de la Commission européenne, encore une fois dans les déclarations des entreprises, c'est qu'on a l'impression que là aussi, il y a moins d'enthousiasme à continuer à embaucher. À préserver les emplois et à embaucher. Préserver les emplois, et que l'emploi, la difficulté à trouver des gens pour travailler, n'est plus le principal élément qui limite l'activité d'une entreprise, mais c'est la demande. Donc on n'est pas dans une situation qui est en train de s'arranger. Elle ne se dégrade pas vraiment. On est à 0, comme vous le soulignez. On est plus 1, plus 0,1, moins 0,1, tout ça, c'est 0. Mais on a l'impression que ça va se poursuivre. Si les entreprises ont un problème de demande aujourd'hui, Nathalie, on va parler quand même, dire un mot de la séquence micro qui commence. Peu de résultats aujourd'hui, mais ça a été une grande discussion, et c'est toujours une grande discussion entre économistes et banquiers centraux, cette part de l'inflation qui a été générée par les profits, la boucle prix-profit, la profit-led inflation, l'idée que beaucoup d'entreprises, de secteurs ont profité de cette illusion inflationniste ou ce phénomène inflationniste pour reconstituer des marges au-delà parfois des niveaux historiques. Est-ce que ce phénomène-là touche à sa fin? Et on sait que c'est un sujet qui est très regardé justement à travers cette inflation cœur sous-jacente que vous décrivez. Alors c'est un sujet qui n'est pas forcément macroéconomique, qui est effectivement plus microéconomique, plus qui intéresse d'ailleurs l'autorité de la concurrence en France. Benoît Cœuré a fait des déclarations en ce sens. C'est peut-être qu'il y a un problème de concurrence dans certains secteurs. Vraisemblablement. Enfin, c'est en tout cas l'avis de l'autorité de la concurrence. Et j'allais dire, les économistes et les analystes financiers qui prévoyaient une baisse des marges, un reflux des marges, ne l'ont toujours pas vu venir. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, ou vraiment les modèles ne marchent plus du tout, ou alors, effectivement, il y a peut-être eu une exagération de certains. D'un pouvoir de fixation des prix qui a été peut-être un peu trop utilisé. Là aussi, normalement, si on est correct dans ce scénario où malgré tout l'économie mondiale n'est pas bien flamboyante, notamment dans les économies développées, cette histoire devrait toucher à sa fin. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est ce qu'on va voir déjà, alors dans les résultats de ce trimestre, ou en tout cas ceux à venir? J'en sais rien. Enfin, normalement, on est encore dans une croissance nominale élevée, ce qui favorise les résultats. Et je pense que, en particulier sur les résultats des entreprises, au-delà des marges, c'est qu'on regarde le résultat par action, et dans une période d'inflation, il monte vite parce qu'il y a de l'inflation dedans. Donc, je veux dire, je suis pas certain que ça change grand-chose. Macroéconomiquement sur les résultats, on est encore dans une phase de croissance nominale élevée, en particulier aux États-Unis. Donc voilà. Pas trop d'inquiétude à avoir, vous dites Non, après, comme il y a un risque maintenant qu'on parlait sur les 7 valeurs américaines principales, qui 30% d'indice. Là, on a un risque systémique percé statistique. Quand on a cette valeur qui représente 30% d'un indice de 500 valeurs, si on a un accident d'une origine sur une d'entre elles, là, ça se verra.
Je dirais que quelque part, le problématique de la saison de résultats, c'est pas tellement une vision macroéconomique, parce qu'on a eu un 4e trimestre économiquement, enfin avec une croissance nominale assez élevée, donc je vois pas où ça pourrait changer beaucoup les choses. On a des déceptions ou résultats habituels. Une bonne marge en Europe, aux États-Unis. Alors en Europe et aux États-Unis, on est sur des niveaux historiques. Oui, mais parce que l'inflation quelque part a permis et inversement la déflation devrait quand même freiner. Cet état va pas changer, comme vous dites, pas sur le trimestre-là. Pas sur le trimestre-là. Sur 2024-2025, oui. C'est-à-dire que une inflation qui accélère, ça favorise les entreprises. Une inflation qui décélère va rendre plus difficile les comparaisons. Mais on est au tout début, vous dites, de cette séquence-là. D'accord. Séquence-là, on a quand même. Et sur les... T3 était énorme en termes de croissance nominale. Donc T4, on est vraiment au début de la séquence. Et sur les 7 magnifiques, alors. Voilà, là, on a un risque idiosyncratique par construction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait 500 valeurs, donc en moyenne, c'est 0,25. Là, on en a qui sont à 10% d'indice. Si on a un accident ou 8% sur une d'entre elles, ça se verra, quoi. Et il y a des raisons, il y a des raisons légitimes d'imaginer qu'il y ait un accident. Enfin, ça fait partie du champ des possibles, évidemment. Mais je veux dire, Tesla, Apple, Nvidia sont exposés à la Chine. Donc, il peut y avoir, on voit, je crois que j'ai vu que le cognac a été attaqué sur le dumping. Donc, on voit que les Chinois commencent à sortir aussi la machine. Voilà, donc on peut avoir, ils avaient déjà fait un peu la pression sur Apple en interdisant les fonctionnaires. Donc, on peut avoir des marchés avec quelque chose sur ça c'est pas dans les cours, mais ça peut arriver plus tard. Le marché n'a pas du tout escompté ce genre de mouvement de représailles venant d'une Chine qui est quand même sous pression sur le plan domestique. En tout cas, je vois pas de différence entre les valeurs dans les 7 magnifiques, entre celles qui sont exposées à la Chine. Je comprends. Google et le marché n'a pas discompté quelque chose de Google, Alphabet, Meta ne sont pas présents en Chine. C'est des valeurs qui sont quasiment anti-chinoises. Amazon n'est pas. Et il n'y a pas de divergence pas de divergence trajectoire, de valorisation entre ces. Voilà, parce que il n'y a que quand le pouvoir chinois se réveille et dit il n'y a plus les fonctionnaires, là, on voit un petit. Mais bon, même ça, c'est passé un peu inaperçu. Apple, les résultats, les derniers résultats, donc T4 le dernier qui finissait, on a bien vu, sur l'annonce, c'était à moins 4%. Le lendemain, c'est la Fed et tout ça, tout a été balayé. Donc il y a un moment où il y aura un rendez-vous sur ce genre de choses. Mais c'est quand même très spécifique. Donc ce sera des surprises liées. Et on peut avoir vraiment quelque chose d'assez négatif, déceptif, malgré le phénomène taux. Enfin, les taux drive tout aujourd'hui, les taux se détendent, les taux réels ont baissé. Vous le dites vous-même, le put est revenu, le put de la Fed est remis en place. Le P moyen de cette magnifique, c'est 40. Donc, quand on est à 40, voire 70 pour les... je veux dire, on est vulnérable à une surprise par définition... 50 points de base de baisse de taux, ça ne protège pas contre tout, quoi. Non, à 40 PE, ça protège moins. Ben, surtout que, la croissance nominale est à 5-6%. Je veux dire, le restant du SP500 est à 16-17 sur une croissance nominale qui reste élevée. Donc, il y a un moment où la prime d'invincibilité ou va disparaître. Moi, je regardais l'autre jour, il y avait une présentation, pour finir, sur en 70, les Nifty 50 de l'époque. Nifty 50, oui. Il y a McDo, il y avait Coca, qui sont toujours là, mais à côté, il y avait Polaroid, il y avait Xerox, voilà, donc il y a des choses qui continuent et qui... Vous nous annoncez pas la disparition d'Apple, là, quand même. Non, mais ça peut être McDo. Ils ont déjà disparu plusieurs fois, ils sont toujours sur Honnête. Voilà, mais McDo et Coca sont toujours là, on la voit tous les jours, mais Xerox et Polaroid, qui étaient partie des donc vous dites, dans les 7, peut-être que d'ici 10-15 ans ou 20 ans... Là, on est 70, donc on est il y a 50 ans. Alors, il y a 50 ans, d'accord. Rendez-vous dans 50 ans. Rendez-vous dans 50 ans, c'est pas de problème. C'est vrai que c'est une remarque intéressante. C'est vrai que Facebook, par exemple, Meta a connu cette phase, vraiment de purge divisé par deux. Netflix divisé par deux, Nvidia divisé par deux en 2018, Tesla a connu ça aussi. Sur la charte aussi, après ça qu'on est, si on prend tout le S&P, mais qui est évidemment totalement, en bonne partie déformé par la tech, on était récemment presque à 20 fois les bénéfices anticipés. On a déjà parlé de ça ensemble, mais c'est vrai que sur les 10 dernières années, c'est quand même au-dessus des moyennes 5-10 ans, et c'était à chaque fois la période qui traduisait le début de l'entrée en phase un peu d'excès. On l'a percé plein pot post-Covid avec des taux zéro et taux réels négatifs, avec 4 000 milliards injectés par la Fed. Donc, on comprenait à ce moment-là pourquoi on explosait les 20%, les 20 fois les bénéfices. Mais auparavant, dans les phases un peu plus normales, 2018, on avait touché cette zone-là, boum, c'était le Volmageddon, et puis Trump, la Chine, voilà, c'était reparti à la baisse. Après Covid, à nouveau, on repart à la baisse. On explose ça, on repart fortement à la baisse quand les banques centrales commencent à muscler le ton, que la Chine confine, la guerre en Ukraine, etc.
On est remonté à 20 fois quand la Chine a réouvert, excès dans le luxe, etc. Ça corrige à nouveau, mais on n'a pas, les multiples ne sont pas beaucoup étendus. On repart tout de suite à 20, vous voyez. Donc moi, je trouve que cette zone de 20, c'est un peu la zone de cherté qu'on comprend par rapport au taux. On détend des conditions financières, mais on en revient à ce thème. Est-ce que les conditions financières ne sont pas trop détendues? Les conditions financières américaines, c'est des plus bas, entre guillemets, depuis janvier 2022. Selon les différentes mesures, là, c'est celle de la fête de Chicago, les conditions n'ont pas été aussi souples depuis à peu près presque 2 ans. Et moi, je trouve que pour que les multiples se détendent, soit vous avez des cours qui restent à peu près stables, une bonne zone de résultat, et là, ça détend vos multiples de manière un peu mécanique, soit vous avez une saison qui est pas forcément mauvaise, mais des guidances être un peu faiblardes. Du coup, les cours ne montent pas trop. Et là, vous aurez une détente des multiples. Il se fera aussi un peu parce que les cours corrigeront un petit peu. Et je trouverais ça un poil plus sain si on intègre à ça l'idée que le marché va un peu trop vite sur la question des anticipations de détente de taux. Voilà. Moi, j'aurais plutôt une détente. C'est pas le moment d'être agressif, là, vous dites. Moi, j'aurais bien une consolidation. J'en parle, un range de 10%, ce serait plus sain que. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des marchés, des actifs qui sont en tendance, comme on dit, qui ont du momentum porteur aujourd'hui dans tout ce que vous regardez, Alexandre? Oui, alors ça, c'est sûr qu'on en a parlé il y a quelques mois, c'était les small, parce qu'on pensait justement, pour le coup, là, c'est l'opposé des large cap tech, c'est des voilà, côté de coton piétiné avec des multiples indécemment bas. Donc il y avait déjà des sous-perfs dès 2021 qui commençaient à apparaître. Ensuite, la séquence de 2022-2023 qui a impacté les valeurs. Elles n'ont pas rebondi en 2023 quand elles sont reparties. Enfin, c'est une séquence de 3 ans de sous-perf complète. Donc oui, même si effectivement il y a ce risque de ralentissement économique américain ou autre, qu'est-ce qui n'a pas déjà été intégré dans cette en fait, dans la baisse qu'on a connue en termes de multiples autres, tout semble déjà avoir été intégré. Donc même si maintenant on y va, il y a quand même c'est une bonne optionnalité. C'est asymétrique, suffisamment asymétrique pour se dire qu'on peut au moins dormir dessus quelque temps, quoi. Oui, parce qu'il y a un peu dedans des valeurs aussi un peu exportatrices. Alors ça, quand on voit la Chine et l'Europe, on se dit c'est pas le bon moment pour les valeurs exportatrices malgré tout. Sauf que la Chine, là aussi, ça fait 3 ans qu'elle mange son pain noir. À un moment donné, peut-être 2024, on commencera à voir émerger un petit truc. Donc par rapport à ça, je pense que les small peuvent être intéressantes. L'Europe, voilà, on fera peut-être un peu attention sur les taux à un moment donné. Mais je trouve que les small cap, que ce soit croissance value ou autre, me paraissent toujours intéressantes. Voilà, oui. Un mot de la conjoncture chinoise, de ce qu'on peut attendre de la conjoncture chinoise. Je ne parle pas des 10 prochaines années, parce que je crois que tout le monde a une vision assez négative sur les 10 prochaines années en Chine, mais là, sur le moment... La conjoncture chinoise, alors, ils vont réussir 5% de croissance en 2023. Ouais, voilà. Ils afficheront, c'est la semaine prochaine, d'ailleurs. Et ce sera plus ou moins juste, mais sans doute plutôt juste. Après, la question, c'est quid de 2024 et quid de la réaction des pouvoirs publics. Ce qui s'est passé, finalement, tout au long de 2023, enfin après ces premières déceptions sur la réouverture se passe beaucoup moins bien que ce qu'on attendait, c'est qu'il y a eu quand même une certaine réticence des autorités à vraiment y aller franchement sur les mesures. Lâcher les vannes, quoi. Principalement parce que les autorités chinoises ne sont pas du tout convaincues que c'est utile de distribuer de l'argent aux ménages. Et ils ont sans doute raison dans la mesure où ce sera sans doute plutôt épargné que dépensé. Donc il y a vraiment une réticence, ce qui fait que malgré les mesures annoncées, malgré les mesures prises, malgré les baisses, l'assouplissement monétaire, malgré des mesures budgétaires, malgré cette protection mise autour des promoteurs immobiliers, le marché n'a pas, les investisseurs non résidents n'ont pas été convaincus. Donc 2024 pourrait être le moment où les investisseurs résidents se disent oui, des efforts ont déjà été faits, des efforts vont être faits, mais ce n'est plus l'idée, et c'est ça le hiatus qui est un petit peu, c'est pas l'idée d'autorité chinoise qui pousse l'économie, mais qui évite. On la soutient juste. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est vraiment des mesures de soutien au sens on soutient. Ouais. Mais le modèle est cassé, on en a parlé. Oui. Mais je voulais, on peut plus parler de la Chine. Il nous reste même pas une minute. Comment vous gérez la situation sur le plan d'une stratégie globale macro aujourd'hui là? Aujourd'hui, on est toujours. Il y a une corrélation positive entre obligations et actions. Voilà. Donc, on est soft. On a eu la gueule de bois post 31, où effectivement hausse du dollar, baisse action taux. On va zigzaguer jusqu'à la première baisse de la Fed si elle a eu en mars. Ça va être aussi déterminant. Si la recule, plutôt dollar, cash. Si cède au marché encore plus, là les longs actions obligées. Voilà. Mais aujourd'hui, on est toujours dans le zigzag no landing, soft landing de l'année dernière. À essayer de timer deuxième partie de l'année. On voit Joker, on verra si on va peut-être enfin voir actions et obliges se découpler. Se décorréler. Voilà. Ouais. Mais une fois que la Fed la clé c'est la première la date
Ouais. Parce que maintenant, on sait que voilà, c'est la date mars ou juin, juillet. Voilà, c'est ça qui est la clé du premier semestre et on va zigzaguer par rapport à. Et il y aura une autre histoire après la première baisse. Une fois que la Fed, be careful what you wish for, parce que généralement les baisses de taux de la Fed, c'est ça. C'est pas il y a un avant et un après. Ouais, mais c'est jamais des bonnes périodes. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nathalie Benatia, BNP Paribas Asset Management, Gilles Etcheberry-Garay, Elcano AM et Alexandre Baradez, IG.